L'histoire du monstre de Miramichi est digne des plus grands scénarios hollywoodiens. Comment l'un des pires criminels du Canada a-t-il réussi à s'échapper de prison? Derrière cette cavale qui a duré 7 mois, le fugitif a massacré des dizaines de personnes sans aucun remords. L'histoire commence le 21 juin 1986. C'est le premier jour de l'été, mais vous allez voir que John et Mary, un couple de 60 ans, ne va pas profiter des beaux jours. Ils habitent une petite ville du Canada où ils tiennent une épicerie et comme tous les jours, ils rentrent vers 19h30 chez eux. Après le dîner, Mary se fait une tisane et John téléphone à ses proches. C'est la dernière fois qu'ils entendront le son de sa voix. John allume par la suite la télévision et entend du bruit au rez-de-chaussée. Il descend et découvre 3 hommes qui viennent de défoncer sa porte. Il n'a pas le temps de dire quoi que ce soit que l'un d'eux lui jette une pierre au visage. Il est sonné et tombe à la renverse. Marie, en entendant tout ce vacarme, descend voir ce qu'il se passe. Les 3 hommes la capturent et la ligotent à une chaise à côté de son mari. John leur indique où se trouvent leurs économies et les supplie de leur laisser la vie sauve. Les 2 plus jeunes intrus, qui doivent être âgés de 20 ou 30 ans maximum, restent plantés devant eux et se mettent à les tabasser. Le plus âgé, qui doit avoir 30 ans, emmène Marie à l'étage où se trouve le coffre-fort. Après lui avoir déverrouillé le coffre, l'homme lui donne un grand coup derrière la tête. Marie s'évanouit. Lorsqu'elle se réveille, elle est sur son lit et entend encore beaucoup de bruit en bas. Elle comprend qu'ils s'en prennent à son mari et comme elle est seule à l'étage, elle se cache et téléphone à la police en expliquant qu'ils vont mourir. Quelques minutes plus tard, elle entend les sirènes de la police et les hommes surpris s'enfuient par la porte de derrière. La police entre dans la maison, armée jusqu'aux dents et découvre du sang partout sur les murs et des flaques au sol. La maison est saccagée. La police retrouve Marie en premier. Elle est dans un état pitoyable. Son nez est cassé, ses yeux ne s'ouvrent même plus et son crâne est ouvert à plusieurs endroits. En voyant son état, la police n'est pas certaine qu'elle survivra le temps que les secours arrivent. John, quant à lui, est introuvable. Les agresseurs l'ont-ils kidnappé? Non. John est dans une des chambres de la maison, inerte. Il est mort étranglé par une chemise à carreaux qu'il porte encore autour du cou. L'attaque a été si violente que la trachée de John a littéralement été broyée. Pendant que les secours s'occupent de Marie, la police part à la recherche des 3 malfrats. Au bout d'1 heure, un coup de fil anonyme les met sur la piste de 3 individus. Todd Sachet, Scott Curtis et Alan Léger. Todd et Scott, à peine majeurs, sont déjà connus des services de police pour de nombreuses altercations sans gravité. Ils sont donc très surpris de les voir impliqués dans une affaire de meurtre aussi sordide. En revanche, le 3e élément a un casier judiciaire long comme mon bras. Il est âgé de 38 ans et il est originaire de Miramichi et a fait de nombreux allers-retours en prison. La police pense donc qu'Alan a embarqué les 2 gosses dans un cambriolage qui a très mal tourné. En quelques jours, ils arrêtent alors les 3 hommes. En plus de leur identité, les policiers retrouvent de nombreuses preuves qui se trouvaient dans le domicile de John et Mary le 21 janvier. Ils retrouvent une grosse somme d'argent dans la maison de Scott et leurs cheveux sont découverts sur le lieu du crime. En plus, Mary, qui a survécu à ses blessures, peut directement confirmer à la police qu'il s'agit des 3 hommes. C'est du pain béni. Au procès, les agresseurs sont reconnus coupables d'agression et de meurtre et écopent de 3 peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de liberté conditionnelle et pendant minimum 16 ans. C'est un grand soulagement pour la population de savoir que ces 3 brutes sont derrière les barreaux. Mais vous allez voir que ce n'est que le début de l'histoire. Alan est envoyé dans la prison de Smith Crossing et tente de faire réduire sa peine en faisant appel. Mais personne ne s'intéresse à son cas. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'il se fait arrêter. Alan est un grand habitué de la prison. Il a grandi à Miramichi dans un quartier assez difficile. Issu d'une famille nombreuse, il n'a jamais été vraiment considéré par ses parents et a commencé à avoir de mauvaises fréquentations très jeune. Sa mère était souvent avec des hommes violents et son grand frère a trouvé la mort après une course-poursuite avec la police. Alan n'avait que 9 ans à l'époque et il a grandi avec une haine profonde pour la justice. Suite à la mort de son frère, il développe également une obsession pour le voyeurisme. Il observe par exemple des couples faire l'amour pour satisfaire ses propres fantasmes ou des inconnus chez eux vaquant à leurs occupations. Interpellé de nombreuses fois par la police pour ses pulsions malsaines, il décide d'arpenter le Canada. Mais il finit par s'ennuyer et retourne dans sa vie natale. Il sombre par la suite dans une profonde dépression et surtout dans la folie. Son obsession pour le voyeurisme devient incontrôlable et Alan ne semble plus avoir de limites. Il entre dans des maisons des gens pour les regarder dormir par exemple ou juste pour voler des objets qui attirent son œil.
Puis petit à petit, il devient beaucoup plus agressif et complètement instable. Il participe à des combats clandestins et sa réputation n'est plus à faire, c'est un combattant déloyal et très violent. Il n'hésite pas à défigurer les personnes qui se dressent face à lui. Et c'est à partir de là que commence une escalade de violence. La nuit, il organise de nombreux cambriolages. Et un jour, lorsqu'il se fait prendre, Alan tente de fuir avec son butin. Pendant la course-poursuite, la police tire sur Alan et le touche légèrement à l'épaule. Il se rend et sera condamné. Dites-vous qu'on parle encore de son procès dans les cas pratiques des cours de droit et vous allez comprendre pourquoi. En pleine audience, le détenu a sorti une lame de rasoir qu'il avait dissimulée pour se tailler les veines du poignet devant tous les membres du jury. Et le pire, c'est que les membres du jury n'ont pas été que spectateurs de cette scène effroyable. Alan les a aspergés de son sang qui jaillissait. Autant vous dire que ça restera dans les annales. C'est d'ailleurs ça qui est louche, car quand il est allé en prison, Alan a eu un comportement exemplaire et accepte dans un calme olympien que la justice ait rejeté sa demande d'appel. Ça ne va pas du tout avec son comportement violent et très cruel. En fait, Alan était en train de tomber malade. Il faisait des otites à répétition et devait régulièrement prendre des antibiotiques. De mois en mois, ces infections deviennent de plus en plus graves et Alan doit être conduit auprès d'un médecin spécialisé, car il ne répond plus aux traitements administrés par les infirmières. Il change alors de traitement, mais chaque mois, il développe une nouvelle infection. Lorsqu'il se rend chez son médecin, il est escorté par des gardiens, malgré son comportement irréprochable. Un jour, il a besoin d'aller aux toilettes et le gardien le laisse y aller dans une petite pièce proche d'une salle de repos des infirmiers. Quand il a fini son affaire, Alan ouvre légèrement la porte et demande s'il est possible de lui apporter du papier toilette car il en manque. Naturellement, on lui en apporte. Alan referme la porte et son plan peut continuer. Car en réalité, Alan n'a jamais eu besoin d'aller faire ses besoins, ni même de voir un médecin. Depuis tout ce temps, il se mutile lui-même l'oreille pour faire croire à des otites. Depuis des mois, il joue les prisonniers modèles pour se retrouver précisément dans ses toilettes où il compte se défaire de ses liens grâce à un outil de crochetage qu'il sait confectionner. Une fois qu'il a les mains libres, il extrait de son rectum un couteau qu'il a fabriqué lui-même à l'aide d'une antenne de télévision. Alors là, on peut dire qu'il était déterminé à sortir de prison. Et c'est là que tout se joue. Il plante son couteau dans le ventre du gardien et s'enfuit à toute vitesse vers la porte d'entrée de l'hôpital pour atteindre le parking de l'hôpital où une certaine Peggy Olive se trouve dans son véhicule. Alan lui met le couteau sous la gorge, prend la place du conducteur et appuie sur l'accélérateur. Il la menace de la tuer si elle fait quoi que ce soit. Et Peggy tente la fameuse phrase « Si vous me relâchez, je ne dirai rien à la police ». Et aussi incroyable que ça puisse paraître, Alan l'éjecte du véhicule avant de s'enfuir à toute allure vers la ville de Moncton. Les habitants sont terrifiés à l'idée que le psychopathe s'introduit chez eux. Les autorités mettent en place des barrages routiers partout dans la ville. Mais malheureusement, elle ne le retrouvera pas, Alan s'est évanoui dans la nature. Dans la ville de Miramichi, le stress est palpable. Et ils ont bien raison de s'inquiéter. Un jour, une femme s'aperçoit qu'un homme l'observe par la fenêtre de chez elle. Et quelques jours plus tard, elle est victime d'un cambriolage. Peu de temps après, un habitant de Miramichi s'aperçoit en rentrant du travail qu'un homme est en train de forcer l'entrée de son garage. Persuadé qu'il s'agit d'Alan, il fonce avec son véhicule sur le voleur qui parvient tout de même à s'échapper des roues de la voiture. En une semaine, la police va recevoir plein de plaintes similaires. Alan semble durablement installé à Miramichi. Nous sommes à moins d'une semaine de son évasion et déjà une dizaine de personnes peut témoigner avoir vu ce dangereux criminel. Malheureusement, c'est Max Ramsey qui va confirmer que le fugitif est bien en train de rôder dans la ville. Un dimanche, alors que Max profitait de son jour de congé, Alan pénètre chez lui et le ligote. Il le tabasse pendant des heures avant de prendre son portefeuille et sa voiture qui sera découverte abandonnée plusieurs jours plus tard. Puis la semaine suivante, Nina, 61 ans, rentre du travail exténuée et s'endort, lumière allumée devant la télévision. En plein milieu de la nuit, elle se réveille et sent une étrange présence dans sa chambre. Elle regarde au travers de sa porte et aperçoit Alan qu'elle reconnaît même avec un masque. Il bondit sur elle avec une lame et pose sa main gauche sur sa bouche pour étouffer ses cris. Paralysée par la peur, Nina obéit à tous ses ordres. Il dit qu'il s'appelle Gérald et qu'il lui faut de l'argent pour que sa petite amie puisse avorter. Nina, ligotée à son lit, lui indique où est le coffre, mais le voleur ne le trouve pas et commence à s'énerver. Il devient hystérique et en plus de la frapper, il la viole et met le feu à sa maison. Il pose une couverture sur elle et descend les escaliers. Nina parvient à s'extirper de son lit et court en bas pour s'échapper. Le problème, c'est qu'Alan est encore sur place et en la voyant, il entre dans une colère noire et la pousse dans les flammes. Nina se relève et se dégage des flammes, mais la fumée est rentrée dans ses poumons et elle s'évanouit. Alertée par l'incendie, la police débarque chez Nina. Il la découvre inconsciente, allongée au pied de l'escalier, quasiment nue et sévèrement brûlée sur la moitié de son corps.
Ils arrivent à la réanimer et Nina leur explique qu'elle vient de se faire agresser. Mais ce n'est pas ce qui l'inquiète le plus car dans cette maison, il y a sa belle-sœur Annie. Et quand la police la retrouve, elle est déjà morte. Alan l'a frappée si violemment qu'elle s'est mise à vomir dans ses voies respiratoires et elle s'est étouffée. Sa mâchoire a été brisée en deux sous les coups et Alan l'a malheureusement également violée. Suite à cette tragédie, la région connaîtra par la suite une hausse significative du nombre de crimes. Les habitants de Miramichi commencent alors à vivre dans une angoisse permanente. La police doit désormais porter des gilets de couleur jaune ou orange pour ne pas être pris pour des citoyens. Certains habitants se barricadent et investissent même de leur propre poche dans des lampadaires pour que la rue ne soit plus plongée dans le noir, ce qui pourrait être le terrain de jeu de prédilection du tueur. Les autorités lancent alors une gigantesque chasse à l'homme au sein de la ville, mais aussi autour des zones boisées qui pourraient être un bon repère pour le fugitif. Et c'est une très bonne initiative puisqu'un jour, deux policiers ratissent une forêt qui borde la route et découvrent un homme étrange. Pourquoi est-il si loin de la civilisation ? Pourquoi se trouve-t-il au milieu de nulle part ? Parce qu'il s'agit d'Alan et qu'il se cache. La police fonce sur lui, mais perd sa trace au bout de quelques minutes, tant les arbres rendent la visibilité compliquée. Alan s'est encore une fois évanoui en pleine nature. Suite à ça, pendant des mois, personne n'entendra parler d'Alan. Et bizarrement, le taux de criminalité a baissé dans la région. Est-ce que le fugitif est encore en vie ? A-t-il déménagé suite à son altercation avec la police ? Alan est toujours là et refait surface le vendredi 13 octobre. Et c'est un hasard du calendrier où il a décidé de continuer à écrire sa légende flippante. Lorsque Lida, une quarantenaire qui vit avec sa sœur Donna, rentre chez elle vers 20h30, elle s'aperçoit que la lumière extérieure de l'arrière de sa maison est éteinte, alors qu'elle est censée rester allumée toute la nuit. En mettant les clés dans la serrure, elle constate que les lumières ne marchent pas non plus. Est-ce qu'il y a un problème avec le disjoncteur ? C'est très étrange. Et d'un coup, elle reçoit un énorme coup sur la tête. C'est un coup de poing si puissant que l'impact lui brise la mâchoire, fait voler en éclats ses lunettes et la propulse au sol. Sa sœur, en entendant du bruit, descend et se retrouve nez à nez avec Alan. Ils commencent à se battre, mais Alan est plus fort qu'elle et l'immobilise au sol. Alan la roue de coups, il la traîne ensuite jusqu'à la chambre, jette son corps sur le lit et la poignarde au niveau de la poitrine, du visage et du cou avant de la violer. Il redescend ensuite pour s'occuper de Linda, qu'il remonte elle aussi sur le lit pour la placer à côté de Donna. Avant de partir, le tueur, bien évidemment, fouille toute la maison, à la recherche d'objets de valeur et d'argent. Il reste ensuite des heures dans la maison, à côté des cadavres. Puis finalement, vers 4h du matin, il quittera les lieux en déclenchant un incendie. Il faudra attendre jusqu'à 7h du matin pour que les voisins remarquent les fumées à leur réveil, pour que les pompiers débarquent et découvrent le corps des deux sœurs sans vie. Il est impossible de les distinguer l'une de l'autre tellement leur corps a brûlé et leur visage a fondu. Au départ, les pompiers penchent sur la piste d'un accident, comme cela arrive souvent. Mais quand la police débarque pour enquêter, elles reconnaissent bien la signature d'Alan, un réel monstre. Son crime rappelle étrangement celui des belles-sœurs quelques mois plus tôt. C'est un homme qui aime torturer ses victimes pendant des heures avec des méthodes presque moyenâgeuses. La police et les politiques sont vraiment très inquiets de l'avenir. Va-t-il s'en prendre un autre habitant ? Il faut agir et vite. La police instaure donc une prime pour des informations pour le coincer qui vaut des dizaines de milliers de dollars. Mais ça ne donne rien. Il faudra attendre un matin de novembre dans un presbytère. Le prêtre James Smith garde les lieux et soudain entend un bruit étrange. Il va voir ce qui se passe dans la cour, mais ne voit rien d'anormal. C'est le silence complet. Lorsqu'il se dirige vers la salle principale, ce drôle de bruit résonne de nouveau. Il se retourne et voit surgir Alan sur lui. Il hurle et Alan le frappe à maintes reprises. Il y a du sang partout. Le prêtre s'écroule finalement par terre et Alan, comme à son habitude, explore les lieux. Et cette fois, il n'est pas dans une maison. Il trouve des vêtements qu'il essaye, il prend une douche, déjeune et passe la journée sur les lieux à se prélasser. Le lendemain, les paroissiens découvrent le corps du prêtre. Le choc est immense. La police, impuissante, ne peut que constater les dégâts et continuer à essayer de mettre la main sur Alan qui leur échappe depuis des mois. Heureusement, un élément dans ce meurtre va mettre les enquêteurs sur une piste très solide. La voiture du prêtre James a disparu. C'est une vieille Delta blanche de 1984 et c'est sûrement Alan qui l'a volée pour s'enfuir. Cette même voiture sera retrouvée sur le parking d'un motel à environ 80 km de Miramichi. Un seul détail inquiète les enquêteurs, le motel est juste à côté d'une gare. Alan est-il déjà parti ou est-ce une stratégie pour brouiller les pistes ? Les autorités interrogent tout le monde sans que cela ne soit très productif. Puis à la gare, il tombe sur un employé qui a vendu des billets de train à quelqu'un qui correspond exactement à la description du fugitif. Il était donc en partance pour Montréal. La police prévient donc les agents de sécurité de la gare de Montréal et déploie tous leurs effectifs pour le bloquer à son arrivée. C'est une véritable course contre la montre. L'employé de la gare ajoute également une information capitale. Il possède 2 tatouages, un aigle sur le bras gauche et une étoile sur l'avant-bras. Ce sont 2 signes très distinctifs.
Les contrôleurs du train ont bien reçu l'information et se mettent à fouiller les voyageurs. Un homme correspond exactement au fugitif. Il commence à l'interroger et lui demande de montrer ses bras. Mais il a la peau blanche comme neige. Pour s'assurer qu'ils ne sont pas en train de faire une grosse erreur, il lui demande sa carte d'identité. L'homme s'appelle Pascal Ferrand. C'est un échec. À l'arrivée, aucun homme ne correspond non plus à cette description. Est-il vraiment monté dans le train ? En réalité, Alan a pris le train. Et la police l'a bien interrogé, c'était même ce fameux Pascal. La police a juste reçu une mauvaise information, ses tatouages se trouvent sur le mauvais bras. Maintenant, il est en liberté, et la police est en train de le regretter amèrement. Alan vient de poser ses valises dans un motel. Pendant ce temps-là, un chauffeur de taxi attend un client dans un froid glacial au Nouveau-Bushwick. Il est environ 22h et un homme entre dans son taxi. Il veut aller à Miramichi. Et là, vous voyez très bien où je veux en venir, Alan est de retour. Au bout de quelques minutes, le chauffeur est pris de court par son passager qui lui braque une arme sur la tête. Il explique qu'il est Alan, l'homme le plus recherché du pays. Le chauffeur ne l'avait absolument pas reconnu. Alan entre dans une espèce de mégalo racontant tous ses meurtres et comment il a réussi à échapper à la police depuis tout ce temps. Il est plutôt fier de lui. Il lui révèle même qu'il a pour objectif de quitter le Canada pour fuir le froid du pays. Il ne pourra pas rester toute sa vie cloîtré dans les bois. Pendant qu'il roule, une tempête est justement en train de se déclarer. Et comme Alan presse le chauffeur pour qu'il roule à toute allure, il ne voit pas le danger imminent. La vitesse va les faire déchausser et la voiture va être bloquée sur les bas-côtés. Et là, alors qu'ils sont totalement coincés, une automobiliste qui passe vient les secourir. Elle les conduit dans la ville la plus proche, située à quelques kilomètres. La femme s'appelle Michelle et il leur explique pour passer le temps qu'elle est policière. Alan devient tout pâle. Dans la panique, il sort de nouveau son arme et la braque sur elle. Il lui ordonne de continuer à rouler jusqu'à la ville sans s'arrêter. Mais elle lui explique qu'il va falloir faire le plein d'essence. Alan ne peut bien sûr qu'approuver et ils se rendent à la station d'essence la plus proche. Pour éviter le moindre désagrément, Alan prend les clés de la voiture et fait le plein avant d'aller payer à l'intérieur. Pendant ce temps-là, la policière explique au chauffeur de taxi qu'elle possède un deuxième jeu de clés dans sa poche et qu'ils vont pouvoir s'enfuir. Et effectivement, en tournant la tête, Alan voit la voiture partir. Il essaye de les rattraper, mais en vain. Michel se rend en poste de police pour alerter ses collègues. Alan est introuvable. En fait, il a pris en otage un chauffeur de poids lourd et vous allez voir que c'est une énorme erreur. Car ce chauffeur de poids lourd lui fait emprunter une route habituellement déserte. Et pas de chance, il croise un autre chauffeur qui les voit tourner en rond, ce qui est vraiment inhabituel. Comme le routier trouve cela étrange, il le signale aux autorités, qui rappliquent immédiatement. Il a maintenant la police à ses trousses et il sait que c'est la fin après 7 mois de cavale. Son otage s'arrête au bord de la route et Alan sort du véhicule, les mains sur la tête en reconnaissant qu'ils l'ont eu. C'est un soulagement immense. Interrogé par les policiers, il explique comment il a survécu en forêt et en dormant chez ses victimes. Dans son témoignage, il semble vouloir prouver qu'il a été plus fort que les autorités. En novembre 1991, il est donc jugé coupable de meurtre avec préméditation. Le jury va délibérer pendant 13 heures, hésitant entre la folie ou ses véritables pulsions meurtrières. Il est condamné à la prison à vie, sans possibilité de liberté conditionnelle avant 25 ans. C'est la peine maximale au Canada. En 2021, il demande quand même à sortir de prison, mais sa demande est rejetée. Alors, est-ce que vous pensez qu'un jour il va sortir de prison ? Certains pensent qu'il est même déjà en train de préparer une nouvelle évasion. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.